Il y a toujours eu de nombreux types différents d'esclavage et de nombreuses personnes à travers l'histoire qui ont été affectées. Les immigrants chinois aux États-Unis n'étaient pas différents. Tous sont venus pour une vie meilleure et ils s'attendaient à travailler pour un salaire et la grande majorité l'a fait. Cependant, les expériences des Chinois et des autres Asiatiques ont beaucoup varié selon le travail qu'ils faisaient ainsi que leur sexe. Qui étaient les coulis? Quel type d'esclavage y avait-il pour les Chinois et les autres Asiatiques? Comment l'asservissement était-il encore pratiqué des décennies après que la guerre civile ait émancipé tous les esclaves? Bonjour, je m'appelle James Collin, ancien soldat, commando marin, professeur d'histoire, historien, auteur de livres et je répondrai à ces questions et à d'autres problèmes dans cette vidéo. Les esclaves chinois aux États-Unis, tout comme les Irlandais, ont été largement interprétés par erreur ou délibérément ignorés en tant que faits historiques. Selon l'historien Gordon Chang, les archives officielles de la Californie indiquent qu'avant 1848, il n'y avait que 54 immigrants chinois vivant dans l'État. La ruée vers l'or californienne de 1848 a changé cette démographie en créant la première vague majeure d'immigration chinoise ainsi que l'afflux de personnes du monde entier dans l'État. Ces immigrants appelaient les montagnes de Californie Gamsaan, ce qui signifie en mandarin montagne d'or. Les immigrants chinois vivaient généralement en petits groupes et étaient connus pour travailler sur les sites que d'autres mineurs avaient abandonnés. Les résidents blancs étaient initialement acceptants des Chinois puisqu'ils étaient si peu nombreux. Cependant, après 1852, les taux d'immigration ont considérablement augmenté. Les guerres, les famines et les maladies en Chine ont exponentiellement augmenté l'immigration en provenance de Chine. En 1851, 2716 immigrants sont arrivés en Californie, en l'espace de 2 ans, ce nombre est passé à 20 026 en 1853, faisant des immigrants chinois 20% de la population des communautés minières du sud de la Californie. En réponse, la Californie a institué une taxe mensuelle de 3 $ sur les Chinois et a coïncidé avec une augmentation de la violence contre les immigrants chinois. En 1854, il leur a été interdit de témoigner devant les tribunaux, supprimant ainsi toutes les pénalités pour les crimes contre les Chinois, car même s'ils étaient victimes, ils ne pouvaient pas témoigner au tribunal. Comme les immigrants chinois et surtout la main-d'œuvre étaient composés à 90% d'hommes, beaucoup travaillaient dans les mines et les chemins de fer, gagnant le surnom de coulis. Mais beaucoup exploitaient des services de blanchisserie, gardaient des enfants, vendaient de la nourriture et exerçaient d'autres professions. Une partie de cela était due au fait que les immigrants féminins étaient presque toutes vendues comme esclaves au bordel, de 3 cents à 3000 $ pièce. C'était là l'expérience chinoise primaire de l'esclavage aux États-Unis. Le naturaliste et écrivain Charles Frederick Holder a beaucoup écrit sur ce problème en 1897, car c'était encore une entreprise florissante de l'esclavage chinois en Amérique. Ses recherches étaient incroyables et il a également interviewé de nombreux participants des années après les événements. Les femmes chinoises, pour la plupart de jeunes filles, étaient amenées par des hommes chinois, dont certains étaient des membres de la famille, et elles étaient vendues lors d'une transaction négociée. Les proxénètes et les tenancières qui les achetaient les faisaient signer ce que les femmes croyaient être des contrats de travail légaux, bien qu'il s'agisse en fait d'esclavage sexuel. San Francisco avait le plus grand marché aux esclaves des États-Unis et il s'agissait de tout le commerce sexuel. L'un de ces endroits s'appelait la Queen's Room sur Dupont Street, qui était essentiellement un marché aux esclaves publics pour les femmes orientales. À cette époque, les Chinois étaient environ 20 000, dont on estimait que 1500 étaient des esclaves sexuels et un autre nombre similaire utilisés comme domestiques forcés. Beaucoup de ces filles n'arrivaient pas volontairement mais étaient enlevées en Chine et amenées pour être vendues. Elles étaient souvent forcées, sous la menace de mort, à signer des déclarations douanières et d'immigration selon lesquelles elles étaient légalement mariées ou avaient de la famille en Amérique. Beaucoup de ces filles avaient été promises au mariage avec des hommes riches une fois arrivées en Amérique, ignorantes de leur vrai destin. Ces femmes passaient facilement la douane en tant qu'épouses commandées par correspondance ou, dans certains cas, les femmes devaient expliquer qu'elles revenaient chez leur mari après avoir rendu visite à leur famille dans leur pays d'origine. Certaines femmes ont même été négociées et vendues sur des plans de paiement par versement comme une hypothèque, avec des paiements d'intérêt. Certaines femmes qui s'étaient enfuies de l'esclavage sexuel étaient traquées et tuées afin qu'elles ne puissent pas raconter leur histoire. Les lois et coutumes chinoises facilitaient cela pour les ravisseurs car rarement la mariée et le marié se rencontraient avant le mariage ou même se connaissaient avant la cérémonie, la plupart des mariages étant arrangés. Après la guerre civile, lorsque toutes les formes d'esclavage furent abolies, y compris la prostitution forcée, ces proxénètes et tenancières eurent recours à l'intimidation et parfois à la violence et à la contrainte physique pour que l'argent continue d'entrer. Même dans les régions où la prostitution était illégale par tous les moyens,
Les femmes chinoises et autres asiatiques étaient rebaptisées domestiques ou travailleuses de confort et les bordels devenaient des fumeries d'opium et des salons de massage juste de nom. Les femmes qui apprenaient que l'esclavage était désormais illégal et comprenaient qu'elles ne pouvaient pas être possédées s'enfuyaient souvent vers des sanctuaires tels que des églises et des forces de l'ordre. Certaines se sont retrouvées dans des affaires judiciaires où leur maître prétendait avoir des contrats de service et produisait les documents. Ces actions de groupes religieux ne sont pas restées sans réponse et des organisations criminelles comme le Tong enverraient des équipes pour récupérer ces femmes en fuite, envoyant souvent des tueurs à gages pour attaquer et tuer les Américains qui aidaient ces femmes. En outre, après la guerre civile, des efforts ont été faits pour achever le chemin de fer transcontinental reliant les côtes et ouest des États-Unis. Les compagnies de chemin de fer avaient besoin d'au moins 4000 hommes, pourtant elles pouvaient difficilement maintenir une main-d'œuvre supérieure à 8 cents en raison des salaires assez bas et du travail dur et dangereux requis. Au début, le directeur du Central Pacific Railroad ne voulait qu'une main-d'œuvre blanche. Le Lance Stanford, président de la compagnie ferroviaire, avait fait campagne pour maintenir les Asiatiques hors de Californie et avait réaffirmé sa plateforme dans son discours inaugural de 1862 en tant que gouverneur de Californie. Des problèmes surgirent lorsque pas assez d'hommes blancs se sont inscrits et, en conséquence, le chemin de fer a commencé à embaucher des hommes chinois, mais pas de femmes, pour le travail harassant. Avant que les entreprises n'embauchent les Chinois, la main-d'œuvre était principalement composée d'immigrants irlandais. Ayant besoin de main-d'œuvre, les compagnies ferroviaires ont embauché 50 travailleurs chinois à titre d'essai, estimant que leur race signifiait qu'ils étaient incapables d'effectuer le travail. L'éthique de travail des 50 travailleurs chinois était si impressionnante qu'ils ont été surnommés célestes en référence aux croyances spirituelles des travailleurs. Les compagnies ferroviaires, reconnaissant à quel point les travailleurs chinois étaient ponctuels, disciplinés, fiables et bien élevés, en voulaient plus. Stanford a changé d'avis alors qu'il disait au président Andrew Johnson que les Chinois étaient indispensables à la construction du chemin de fer, ils étaient calmes, paisibles, patients, laborieux et économes. Dans un rapport aux actionnaires, Stanford a décrit la construction comme une tâche herculéenne et a déclaré qu'elle avait été accomplie grâce aux Chinois qui constituaient 90% de la main-d'œuvre du Central Pacific Railroad à l'époque. Mais ils avaient encore besoin de plus de travailleurs. Comme méthode de recrutement, ils ont fait de la publicité dans les journaux en chinois. Malgré leur valeur considérée, le salaire mensuel moyen des travailleurs chinois s'élevait entre 27 et 30 $ par mois, les travailleurs irlandais recevaient environ 35 $ par mois. Avec le temps, les travailleurs chinois ont été payés de 30 à 50% de moins que leurs homologues blancs, mais on leur a donné le travail le plus dangereux et leur taux de mortalité était bien plus élevé que ceux des travailleurs blancs. En juin 1867, 3000 travailleurs ferroviaires chinois se sont mis en grève pour exiger l'égalité des salaires, de meilleures conditions de travail et des horaires plus courts. Il s'agissait de la plus importante grève ouvrière de l'histoire américaine jusqu'à cette époque. Maintenant, le chemin de fer n'était pas tout à fait d'accord, mais il a légèrement augmenté le salaire des travailleurs chinois, mais les conditions sont restées inchangées. Une partie de cette grève était due au danger de la construction du chemin de fer à travers les Hautes-Sierras, où les Chinois étaient chargés de couper à travers les forêts et de construire de grands murs de soutènement, de construire des treillis, de remplir de profondes gorges, de construire des ponts à travées en bois et une partie d'entre eux se trouvait sur un territoire indien hostile. Puis, après les sévères montagnes du Nevada, les Chinois ont enduré la chaleur des déserts du Nevada et de l'Utah, dépassant pourtant toutes les attentes. Pour empêcher les travailleurs de s'échapper, ils étaient parfois enchaînés ensemble. Alors qu'ils approchaient du point de rencontre avec l'Union Pacifique, des milliers de travailleurs ont posé un incroyable 10 miles de voie en moins de 24 heures, un record qui n'a jamais été égalé. Un officier de la guerre civile qui a assisté au drame a déclaré que les Chinois étaient, comme une armée marchant sur le terrain et laissant la voie derrière eux. Cependant, les progrès signifiaient que les Chinois mouraient en plus grand nombre sur l'itinéraire du Central Pacific. La compagnie n'a tenu aucun registre officiel de leur décès, mais après l'achèvement de la ligne, les organisations civiques chinoises ont récupéré environ 1200 corps et les ont renvoyés en Chine pour les enterrer. Malgré les grandes contributions apportées par les Chinois, les attitudes ont changé, principalement par le biais du bigotisme et du sentiment que les travailleurs chinois prenaient les emplois des Américains pour des salaires bien inférieurs. Des émeutes anti-chinoises ont balayé le pays et la loi d'exclusion des Chinois de 1882 a légalement interdit aux travailleurs chinois d'entrer aux États-Unis et a imposé de lourdes restrictions à ceux déjà résidents. Après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, la main-d'œuvre chinoise est allée dans le sud pour remplacer à bas prix les Noirs affranchis dans les plantations. Beaucoup des premiers Chinois venaient des plantations de sucre de Cuba et après la route transcontinentale achevée, ils ont également abandonné le travail.
ces travailleurs ont créé leurs propres enclaves dans le sud-est des États-Unis où ils ont enduré des politiques racistes et étaient parfois en conflit avec la communauté afro-américaine. En raison de l'exode massif des Noirs de la main-d'œuvre ou simplement parce qu'ils s'attendaient à être payés pour leur travail, de nombreux planteurs du Sud ont fait valoir que les Noirs étaient peu fiables et partaient. Ils ont donc mis en œuvre des codes noirs avec des dispositions relatives au travail qui limiteraient la capacité des Noirs à quitter les plantations et les fermes. À partir de 1865, quelques journaux du Sud ont publié des éditoriaux et des annonces demandant de la main-d'œuvre chinoise, principalement sur la base que les travailleurs chinois permettaient l'expansion des importations agricoles cubaines comme le tabac et le sucre. De nombreux Chinois ont répondu, mais ils étaient essentiellement traités de la même manière que les Afro-Américains, mais cette migration a pris un certain temps. En février 1866, le commissaire à l'immigration américaine Ernest Chilton a soutenu dans son rapport au Congrès que, selon la loi de 1862 interdisant le commerce des coulis, l'importation de main-d'œuvre chinoise dans le Sud devrait être interdite et les sudistes devraient plutôt conclure des contrats avec les Noirs affranchis. Chilton avait classé les Chinois comme « immigrants involontaires », mais les États du Sud ont utilisé une échappatoire pour les laisser entrer dans leur main-d'œuvre puisqu'ils ont fait valoir que les contrats de 8 ans à Cuba auxquels les Chinois avaient travaillé avaient expiré et qu'ils étaient libres de chercher un emploi ailleurs. Ils avaient besoin de travailleurs et moins chers ils étaient, mieux c'était. Dans certains cas, ces travailleurs chinois, comme les Noirs qui étaient techniquement des personnes libres, étaient encore retenus dans une ferme ou une plantation sous une forme d'esclavage à des fins lucratives par la force et l'intimidation. Même si les lois fédérales s'appliquaient, certains responsables de l'application des lois locales et étatiques fermaient les yeux sur la pratique de l'esclavage, et souvent le Ku Klux Klan local aidait à cette pratique. Cet effet a même été étendu aux enfants des immigrants chinois et à leurs petits-enfants, car la loi fédérale sur l'immigration interdisait aux citoyens chinois de devenir américains jusqu'en 1943. Nous espérons que vous avez apprécié ce segment de l'histoire oubliée. Veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner gratuitement et rester à l'écoute et engagé et informé. Envoyez-nous des commentaires si vous avez des questions ou même des idées d'émissions et nous répondrons à toutes les demandes et commentaires dès que possible. Merci.